Bonsoir à toutes, à tous. Donc aujourd'hui, c'est une grande première, hein, c'est le premier live de questions directes à l'auteur. C'était une manière pour moi en distanciel de pouvoir recontacter des personnes qui ont fait confiance à cet ouvrage, qui ont déjà fait pas mal de commentaires directement auprès de moi et puis aussi sur certaines plateformes publiques, et je les en remercie parce que ce livre, il a besoin de visibilité puisque le projet a été mené quand même sans maison d'édition. C'est volontaire, c'est un choix libre et éclairé de ma part. Et du coup, c'est vrai que j'ai besoin de relais, et en fait, le relais fonctionne très bien, donc on aura le temps d'en reparler, mais je vous remercie. Alors l'idée, déjà, je vérifie, est-ce que tout le monde est OK au niveau du son? Est-ce qu'il y a des soucis majeurs? S'il y a des soucis majeurs, vous utilisez le chat, c'est le plus simple. OK? Bon, ça a l'air d'aller pour le moment. Alors l'idée durant cette heure et demie, c'est pas de faire une conférence ou une formation sur les analyses de la pratique, c'est vraiment plutôt de permettre un temps de parole, un temps d'échange, un peu comme une porte ouverte dans l'atelier des analyses de pratique. Bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois dans les noms qu'il y a quand même des personnes qui ne m'ont pas vu, en tout cas du moins en formation, ça me semble important de resituer un peu, aussi parce que c'est ça, l'univers de la systémie, c'est que le texte n'a jamais de sens sans son contexte. Donc, pour que vous puissiez un petit peu plus saisir aussi le positionnement qui est le mien, les prises de parole qui sont les miennes, quelquefois tranchées, quelquefois arrondies, ça dépend de ce sur quoi on me questionne. Ça me paraît important, de me présenter. Donc, moi, je suis Anne Chimchirian, je fais des analyses de la pratique professionnelle depuis 19 ans. Donc, secteur du médico-social, de la petite enfance, du champ du handicap, milieu sportif, humanitaire et même religieux. Donc j'ai la chance d'avoir pu mettre au cœur de ma pratique ces instances, puisque souvent, en fait, ce sont des contrats qu'on a en plus d'un travail à temps complet ou à temps partiel. Et puis, moi, ça a été vraiment mon job. Voilà, ça fait 20 ans que c'est vraiment le cœur de mon travail. Et depuis 2017, je forme et je supervise des intervenants APP, donc France métropolitaine, Outre-mer. Et l'idée, c'est de à la fois former les personnes qui débutent, qui ont envie de se former avant de démarrer, et aussi les personnes qui ont déjà démarré depuis quelque temps ou depuis longtemps, puisque j'accueille de plus en plus de professionnels expérimentés là dans mes sessions IAPP1, qui ont des fois même 10 à 15 ans d'animation d'APP, et qui viennent en fait chercher de la structuration dans leurs séances, de la précision dans la technicité. Voilà. Donc c'est ça un petit peu ma griffe, c'est d'être dans une approche très pragmatique, très proche du terrain. Et souvent, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Donc la méthode APOS, donc elle s'appelle l'analyse de la pratique par l'éthique et l'opératoire des systèmes. On aura le temps de voir un petit peu pourquoi il est comme ça, ce sigle. C'est vraiment, aussi bien pour les débutants que les expérimentés. Et puis, donc, il y a quelques mois, j'ai écrit le guide pratique et technique pour devenir intervenant en APP avec une approche systémique. Parce que ça aussi, c'est ma caractéristique. Même si, je tiens à le redire, on peut avoir une approche systémique des APP et ne pas se définir exclusivement comme une systémicienne, parce que c'est souvent un peu la confusion qui se fait. Il suffit de se nommer d'une certaine façon, puis après, on est forcément enfermé là-dedans. Sauf que, comme vous tous, et vous le savez bien, quand on finit par avoir envie de faire des analyses de la pratique, c'est souvent qu'on a eu un parcours très dense, semé d'embûches, souvent, et qu'on a eu envie de faire un pas de côté. On a eu envie de capitaliser l'expérience, on a toujours cet amour du terrain, et on a envie d'aider le système, mais peut-être pas par les mêmes entrées qu'on a fait habituellement. Donc ça, c'est quelque chose qu'à mon avis, on a tous en commun. Et donc, dans le guide pratique et technique, je ne sais pas pour quelle raison j'ai eu envie de le sortir avec des outils pédagogiques. Et donc, c'est vrai que quand il est sorti, il a constitué un pack auteur avec du coup les cartes Memento, les cartes réflexives et l'hexagone d'animation. Donc, on va prendre quelques minutes aussi pour en parler, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient envie que j'en dise quelques mots. Donc, on va profiter de ce live pour le faire. Alors, que vous ayez lu le livre ou pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le sujet vous intéresse, et à partir de là, on peut échanger, on peut dialoguer. Moi, je crois vraiment que on a à gagner à la diversité qui signe un peu la différence des profils d'intervenants analyse de la pratique. C'est la raison pour laquelle moi, je considère qu'il ne faut pas de diplôme spécifique, de prérequis, de niveau d'études spécifique. Je considère que moi, c'est une posture. Donc c'est un parti pris, très clairement. Certains ne sont pas d'accord avec moi et c'est OK.
Moi, mon parti pris, c'est qu'à partir du moment où est-ce qu'on a cette caractéristique d'apprécier le terrain, d'avoir un sincère élan pour l'aider, pour le soutenir, et puis que on a cette conscience d'animer des dispositifs de qualité, on peut tout à fait dialoguer. Voilà. Donc c'est pour ça que ce live de ce soir, il n'est pas assigné à PEOS exclusivement. Ne sont pas que conviés les anciens stagiaires donc que j'ai eu la chance de croiser la route, mais sont conviés toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là. Alors, j'ai pensé que je pouvais vous proposer une petite trame de départ. Par contre, c'est vrai que je tiens à ce qu'on soit le plus en interaction possible. Donc, je vais vous faire une petite trame, un petit topo. Je vais essayer de le penser dynamique, vivant. J'ai aussi ce souci que ça ne soit pas trop de la redite pour ceux qui m'ont déjà croisé. Donc, voilà, je vais essayer d'amener les choses sous un autre angle. Et puis, l'idée, c'est qu'on avance doucement vers des séquences où, justement, on va être beaucoup plus dans des questions-réponses pour que justement on puisse tous ressortir enrichis de cet échange. Alors, la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est les fondations de ce guide pratique et technique. Donc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi là qui l'ont sous les yeux, mais donc le revoilà, si jamais vous n'aviez pas capté que c'était celui-là. Donc ça, c'est une petite astuce aussi, c'est que vous avez vu que comme c'est moi qui ai fait tout faire, j'ai eu envie de me faire ce petit... si vous regardez le petit personnage là, il a exactement les grains de beauté implantés comme les miens. C'est fait pour que ça soit une petite caricature et qu'on n'imagine pas que rien n'était personnalisé. Donc c'est bien moi, et donc vous voyez, j'ai pas de talons, parce que ceux qui me connaissent savent que c'est pas trop le délire. Alors, la genèse, ça me paraît important de vous dire, voilà, pourquoi ce guide ? Alors, je vais replanter le décor, toujours cette histoire de texte et de contexte, mais parce que, en fait, pour moi, c'est tellement important de voir les choses toujours dans quoi ça s'inscrit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En systémique, des fois, on dit quelle heure il est à ce moment-là pour analyser, en fait, une action. Donc, moi, j'ai un parcours dans les APP qui est que je commence très jeune, en fait. Je commence à 23 ans, je ne trouve pas de travail en tant que psychologue, je m'agace, je développe mon réseau auprès de directeurs, et puis, il y en a un qui me donne ma chance, et je le remercie, puisque d'ailleurs, je l'ai appelé il n'y a pas si longtemps que ça, en lui disant que je l'avais remercié dans le livre, et il était très touché que j'ai pensé à lui, parce que je lui ai dit que s'il m'avait jamais ouvert la porte, peut-être, très probablement, je n'en serais pas là. Donc, c'était un service d'AEMO dans le Vaucluse. Donc, moi, j'ai commencé très jeune, à peine à 23 ans, une équipe en plus une équipe d'AEMO, 14 éducs, dont 10 qui avaient plus d'années de service que moi, j'avais d'années de vie. Donc, c'était un gros challenge. Et le premier constat que je fais, c'est qu'il y a un écart immense, mais alors immense, entre ce que les professionnels disent attendre de ces séances d'APP et ce qu'on trouve dans les livres, en tout cas de l'époque. Là, moi, je me sens vraiment seule au monde. À cette époque-là, je ne vois que des ouvrages avec des orientations psychanalytiques qui détaillent incroyablement bien toute la dynamique affective des groupes. Ça, moi, c'est quelque chose que je dis souvent, la psychanalyse, pour ça, là, c'est un outil très puissant. Par contre, pour tout ce qui est de l'animation, des fonctions de l'APP, de la clarification de ces espaces, de comment on gère l'intime, alors que c'est un groupe de professionnels qui travaillent ensemble, je trouve rien. Je trouve rien du tout. Et en même temps, ce que me disent les équipes, ce sont des attentes hyper pragmatiques. Et je me dis, c'est bizarre, dans ces livres-là, on ne trouve rien qui ressemble au terrain. Donc ça m'a troublée. Après, entre nous soit dit, ça m'a surtout insécurisée parce que je suis rentrée dans une démarche empirique pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui marchait dans ces séances d'APP, qu'est-ce qui pouvait les optimiser. Sauf que surtout, j'ai eu peur de me planter. C'est aussi ça la vérité, c'est que j'ai eu sacrément la trouille parce que il y avait des attentes qui étaient déjà fortes. À l'époque, il y a 15-20 ans, les attentes étaient fortes. Par contre, elles sont beaucoup plus fortes aujourd'hui. Ça, c'est très clair. Et ça, on va en parler parce que c'est quelque chose qui a changé quand même dans le contexte professionnel. Les équipes sont beaucoup plus exigeantes. Moi, je trouve que c'est très bien. Ça pousse le challenge. Par contre, ça demande quand même une technicité encore plus précise. Donc bref, 23 ans, je commence un petit contrat d'APP, 24, 25, et puis le bouche à oreille faisant, j'ai des contrats qui se développent de façon assez exponentielle, très clairement, puisque je passe de 3 à 8, à 17, et puis à un moment, je me retrouve à quasiment 40 équipes accompagnées en même temps.
Donc ça pendant plusieurs années. Donc à la fois ça a été une chance parce que j'ai été obligée d'apprendre à être endurante, à être précise à chaque fois, à être capable d'être aussi bonne à 9h du matin qu'à 17h le soir et des fois à 19h. Aussi précise le vendredi que le lundi. Et ça, j'ai pas eu le choix, il a fallu vraiment que je comprenne c'était quoi les leviers d'optimisation. Donc j'ai vu plusieurs variables. J'ai vu par exemple, qu'est-ce que ça change l'homogénéité par rapport à l'hétérogénéité d'un groupe. C'est-à-dire, est-ce qu'on est que avec des équipes d'éduc? Est-ce qu'on est avec du pluridisciplinaire? Est-ce qu'on est qu'avec du pluridisciplinaire? Si vous avez fait des séances d'analyse de la pratique, par exemple, dans des CESAD, des services d'éducation, non, de soins spécialisés d'aide à domicile, bon bref, vous me suivrez. Bref, ce sont que des pluris. Ce que je veux dire par que des pluris, ça veut dire qu'un professionnel gagne une fonction. Et on a ça qui est dupliqué. Et ça, par exemple, c'est technique complètement autrement qu'une équipe qui est très homogène sur, par exemple, une posture éducative ou une posture soignante sur plusieurs personnes. Donc, homogénéité versus hétérogénéité, ça pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez passionnant. La présence de cadres hiérarchiques ou pas, ça aussi, c'est une variable intéressante. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, mais à une époque, ça se faisait beaucoup. Il y a des institutions dans lesquelles ça se fait encore, un peu comme par tradition. Et puis, il y a des secteurs comme la petite enfance où, en fait, c'est maintenu. Alors, on dit que c'est parce que la personne qui assure la fonction de direction est aussi sur le terrain. Et c'est très drôle parce que dans la petite enfance, ça paraît normal, alors que dans le milieu médico-social, évidemment que les chefs de service sont aussi sur le terrain et pour autant, ils sont quasiment jamais aux séances d'APP. Donc, il y a vraiment une espèce de culture dans les secteurs. Et puis, des fois, il y a des cultures même de maisons et d'associations. Il y a la taille du groupe aussi, qui est quand même une variable qui va beaucoup jouer. Alors, moi, je le dis avec pas mal d'humour, mais j'ai déjà fait des groupes de 1. Des groupes de 1, mais ça, c'est quand dans un service, par exemple, on a de la peine à recruter et qu'il vous reste qu'un professionnel et que ce professionnel, lui, il dit à sa direction, non, vous annulez pas les APP. Déjà que c'est difficile pour moi, je suis seule, je représente le service, il faut que je le porte et il est hors de question qu'on arrête les APP. Moi, je me suis déjà retrouvée à quelques reprises à faire des séances de groupe à 1 participant, donc on était un groupe de 2. Ça génère des choses différentes. Quand on est un groupe de 2 ou de 3, ça génère différemment quelque chose que quand on est 10, 15 ou plus. Parce que ça m'est arrivé dans certaines institutions de faire des groupes extrêmement élevés. Bon, aussi parce que c'était des interventions systémiques. L'idée, c'était de casser certains clivages. Donc, j'ai fait l'expérience d'être des fois le plus gros, je crois que c'est 28. Donc, 28 professionnels animés en APP. Ça change la donne en termes de circulation de la parole, en termes de leadership, en termes de structure de séance. Il y a le grand chapitre, même si en tant que systémicienne, j'aime pas trop quand on parle comme ça. Vous savez, des fois, on dit dans les formations gérer les personnalités difficiles. J'aime pas trop parce que souvent ça cristallise et puis en vérité, c'est plutôt l'intervenant qui est en difficulté avec certains types de personnalités. Mais je vais le dire avec beaucoup de tendresse, quelquefois on tombe sur des personnages. Voilà, des personnages dont on se rappelle. Moi, je me rappelle beaucoup de ces personnages, ils m'ont marqué. Quelquefois parce qu'ils ont été sympas, quelquefois parce qu'ils m'ont rentré dans l'art et que du coup je m'en rappelle du coup très très bien. Mais voilà, ça joue aussi. Le positionnement de la direction dans le contrat d'APP qui est le vôtre joue beaucoup. Est-ce qu'ils sont partie prenante? Est-ce qu'ils sont dans un lien de confiance? Est-ce qu'ils sont dans de la méfiance? Est-ce qu'ils sont même dans de la défiance? Tout ça, ça joue énormément. Ce que j'ai pu voir aussi qui joue, c'est le type de financement. Quand on observe ça, c'est loin d'être anodin, la voie de financement des analyses de la pratique. Quand elles sont sur le budget interne de l'établissement, ça veut dire quelque chose. Quand elles sont prises sur le budget formation de la masse des salariés, ça veut dire autre chose. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans mes débuts, en tout cas c'était la première fois que je voyais ça, des professionnels qui me sont rentrés un petit peu dans l'art, parce que la voie de financement qui avait été choisie par la direction, c'était le financement OPCO. Et eux, du coup, voyaient des formations qu'ils avaient demandées qui leur étaient refusées. Et donc, ça met l'APP à une place particulière. Donc voilà, ça aussi, c'est un paramètre que je trouve intéressant.
Et puis un dernier, je ne pourrais pas ne pas le nommer, le caractère de présence obligatoire versus volontaire. Ça injecte quand même beaucoup de choses techniquement dans l'animation. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'on a globalement plutôt un caractère obligatoire de participation qui a été mis en place, parce que les directions considèrent vraiment qu'on est sur des séquences de travail classiques, dans un planning, les gens sont payés, ou en tout cas, ils vont rattraper leurs heures. Ça paraît assez logique de le comptabiliser et donc de mettre un caractère obligatoire de participation, y compris en allant jusqu'à vérifier par des feuilles d'émargement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et par contre, on a certains caractères encore volontaires. Et moi, finalement, c'est cela qui me questionne le plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on laisse le choix, surtout dans les métiers relationnels où il y a quand même une responsabilité très forte à se positionner avec justesse dans la relation. Qu'est-ce qui fait qu'on va laisser le choix, finalement, aux professionnels parce que c'est un dispositif de soutien. Après, le problème, c'est quand des professionnels ont eu des expériences qui les ont échaudés et qui sont justement dans vouloir fuir l'APP coûte que coûte. Et bon, ça, c'est souvent qu'il y a eu des histoires difficiles. Ça n'est pas censé appartenir au travail même d'APP. Par contre, ça appartient à l'histoire, ça, c'est sûr. Donc, j'ai eu des contrats à APP qui ont augmenté. J'ai vu, du coup, ces variables. Et puis, j'avais très envie de comprendre, qu'est-ce qui allait optimiser. Donc, ce que je me suis dit, c'est, moi, de toute façon, dans mes débuts, je vous fais la voix off de Anne Chimchirian dans ses débuts, à la fin de chaque séance, je me disais, bon, à mon avis, ça ne va pas casser des briques, ce que j'ai fait. Et donc, j'étais assez dépréciative sur mon travail. Et puis, surtout, je le voyais de manière vraiment imprécise, quoi. Donc, comme je me suis dit, je ne peux pas avoir confiance dans mon regard, puisque, en fait, j'ai l'impression que rien n'est assez, vu mes exigences, je vais leur demander. Et donc, j'ai commencé à être dans une démarche empirique avec vraiment des demandes de débriefing sur mes conduites d'animation. La quasi-totalité des groupes pendant plus de 10 ans, 12 ans, je crois, j'ai repris mes notes et j'ai questionné les équipes 5 minutes avant de les lâcher sur qu'est-ce qu'elles avaient retenu de mes techniques d'animation, à quel moment ma posture avait été le plus soutenante, aidante, à quel moment ils avaient eu l'impression que ce que j'ai dit n'avait servi à rien. C'est-à-dire, j'aurais vraiment posé la question. Alors, il faut être prêt à entendre la réponse, parce que des fois, c'est un peu dur. Puis, il y en a aussi qui attendent que ça. Donc, bon, c'était un peu ouvrir la porte à la critique facile. Mais c'est pas grave, j'ai pris des notes, et puis du coup, j'ai trié. Et donc, c'est vrai que ça a permis déjà de voir que toutes les équipes étaient volontaires, en fait, à participer à cette démarche de clarification du travail. Donc, ce besoin de clarifier, en fait, il sort pas de nulle part, il sort pas de mon chapeau, il sort du terrain. Et vraiment, le terrain l'apprécie, et c'est la raison pour laquelle Apéos, dans son ouvrage, en tout cas, il a tout de suite rendu hommage par une lettre de reconnaissance professionnelle aux personnes qui sont impliquées dans les métiers relationnels, parce que en fait, c'est vraiment eux qui l'ont révélé, cette approche. Et donc, ce guide, il est né du terrain, comme vous, une envie de soutenir les équipes, et puis donc, de me dire, en fait, la première marche, c'est de définir le périmètre technique des APP, qu'est-ce qu'elles sont pas. Et puis après, la seconde marche, c'est de distinguer les objectifs du travail d'APP avec les objectifs des autres instances qui sont à tort encore souvent confondus. Et donc là, je sors les gros mots magiques, supervision, groupe de parole, étude de situation, analyse institutionnelle, régulation d'équipe. Cette espèce de fourre-tout dans lesquels quelquefois on considère que analyse de la pratique, du coup, c'est un synonyme de tout ça. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est la première pierre que je pose, et je la pose de manière effectivement assez tranchée. Je dis qu'en tout cas, il est temps qu'on clarifie et que chacun sache ce qu'il fait. Et je me faisais la remarque que, en fait, beaucoup de gens se nomment superviseurs sans trop savoir ce qu'ils ont dans le viseur. Et je trouve que quand même, c'est important. Donc, quand on a finalement cette prétention de superviser, il faut être clair sur qu'est-ce qu'on a dans le viseur. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est pas du tout pareil. Supervision et analyse de la pratique, supervision, et encore dans la supervision, il y en a plusieurs. Il y a la supervision relationnelle sur laquelle on reviendra peut-être, la supervision technique, et puis la supervision même systémique dont on entend parler un petit peu plus là ces derniers temps, et je pense que c'est intéressant de capter en fait quelle particularité elle a. Alors ensuite, ce qui me paraît vraiment important,
c'est que je vous dise, voilà, pourquoi ce guide, à mon sens, il est intéressant maintenant. En fait, le monde des analyses de la pratique, il est en plein virage depuis quelques années. Il se clarifie, il se précise. Donc, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'il se professionnalise, tout simplement. Et j'ai envie de vous donner 3 indicateurs qui sont les miens et qui me permettent de vous dire aujourd'hui très clairement, on est dans un virage. Donc, comme tout virage, certains ont participé à l'impulser, d'autres vont le prendre facilement. Et puis pour d'autres, ça va être un peu difficile parce que du coup, ils s'y seront pris trop tard. Et moi, comme ce que je veux, c'est très clair, c'est professionnaliser le monde des analyses de la pratique. APOS ou pas APOS, c'est pas important pour moi, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce que je veux vraiment, c'est que ces interventions se professionnalisent parce que le terrain dans lequel elles sont dispensées, en fait, est en grande souffrance. Très clairement, les métiers relationnels sont dans des énormes tensions éthiques, humaines. On a des véritables dégradations qui amènent des négligences structurelles. Vous avez certainement entendu parler de l'ouvrage Les Fossoyeurs qui dénonce voilà, les systémiques problématiques dans les EHPAD. Il se trouve qu'il y a un groupe qui a été dénoncé. La vérité, c'est que de nombreux groupes pourraient rentrer dans la catégorie de ces dénonciations parce que, en fait, ce qui a été démontré par Victor Castanet, c'est la structuration même qui est problématique dans l'organisation du travail. Et donc, on a dans les métiers relationnels une tension qui est beaucoup plus forte qu'il y a 20 ans. Très clairement, vous voyez bien, si vous faites des groupes d'analyse de la pratique, vous voyez bien que déjà les équipes sont rarement complètes. Avant, on avait des équipes complètes. Aujourd'hui, on a des postes vacants, des fois 1, 2, 3. On voit des gens qui viennent, qui repartent. Des fois même, on voit des gens dans une équipe, on les recroise le mois d'après dans une autre équipe d'APP, si on est dans le même secteur, parce qu'en fait, c'est des chaises musicales impressionnantes. Aujourd'hui, on a un vrai marché qui s'est déployé, par exemple, chez les éducs en intérim. C'est un truc qui se fait beaucoup. Évidemment que si on se place du côté du public, c'est un problème parce que forcément, on dégomme les lignes de stabilité. Donc, c'est très, très problématique pour la cohérence d'équipe, pour beaucoup de choses. Encore plus dans les établissements qui accueillent des personnes qui sont très fragiles, privées de parole, donc dans le handicap ou dans les troubles psychiques, les troubles psychiatriques. Bon, c'est sûr que c'est un vrai fiasco. Hein. On le voit dans les troubles spectro-autistiques. Là, on a des flambées de violence très fortes dans les ITEP, dans plein d'établissements. Voilà, donc on a quand même des tensions qui sont vraiment particulières et donc les APP, des fois, elles représentent le seul moment où l'équipe est entière, en face à face, ensemble, pendant 1h30. Et donc forcément, ça va venir catalyser énormément de choses. J'aime bien me dire que voilà, l'APP, c'est un peu comme une éponge qui va venir absorber tout ce qui n'est pas métabolisé par le système dans lequel elle s'inscrit. Et donc, des fois, on a des choses fortes qui arrivent dessus. C'est là qu'on s'aperçoit que les gens attendent des études de situation, mais c'est normal, puisqu'il n'y a aucun espace où il y a des études de situation dans le staff. Dernièrement encore, j'intervenais dans un EHPAD où depuis le Covid, ils n'ont pas remis en place les réunions d'équipe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les relèves qui sont complètement engorgées. Donc, les relèves ne se terminent pas en une demi-heure comme prévu. Et puis surtout, toutes les informations sont passées dans les relèves, alors que leur objectif, c'est pas celle-là. Et donc, en APP, quand on met en place l'APP, ça redégouline encore sur l'APP. Et en fait, on ne peut pas... J'aime bien se dire que l'APP, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'institution, ça se passe quand même suffisamment bien. Alors, je vais dire le suffisamment bien, un peu à la Winnicott, le goodie neuf, suffisamment bien pour que dans l'APP, ça ne soit pas le fiasco. Par contre, s'il manque, j'ai envie de dire, des pieds à la table, évidemment, l'APP, quand elle arrive, elle est ultra casse-gueule au niveau technique, pour la direction, pour les participants et pour l'animateur. Ça, c'est évident. Donc, pourquoi ce guide il a un sens particulièrement maintenant? Parce qu'on est en plein virage, parce qu'on a des métiers qui sont donc énormément en tension. Ça, c'est un indicateur.
Le deuxième, c'est qu'on a les animateurs de groupes d'analyse de la pratique sont de plus en plus nombreux à choisir de se former. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que voilà, on fait de moins en moins ces interventions comme si elles étaient dans le prolongement d'un autre métier ou d'autres compétences qui ne seraient pas spécifiques. Moi, en tout cas, avec le recul que j'ai un métier qui est psychologue, j'en ai un autre qui s'appelle thérapeute, et ben, j'en ai un autre qui s'appelle intervenant en analyse des pratiques. C'est très clair que les trois n'ont rien à voir. Et donc, moi, voilà, ce que je veux, c'est qu'on continue de professionnaliser ce monde-là. Donc, les intervenants, ils sont de plus en plus nombreux à se former, ça, c'est sûr. Donc, déjà, ça se voit parce qu'il y a de plus en plus de formations qui sont en train de pousser pour du coup, outiller les intervenants APP. Et puis, moi-même, à moi seule, je peux voir qu'au début, les sessions que j'animais, il y en avait quelques-unes par an. C'est simple, hein, j'ai commencé à 2 par an. Aujourd'hui, j'en suis à 10 par an. Ça veut dire qu'à moi toute seule, déjà, je forme entre 120 et 150 professionnels par an. Donc, forcément, on a changé d'échelle. Donc, on est vraiment sur c'est exponentiel. Un autre indicateur qu'on voit bien aussi, c'est au niveau des directions. Ça, c'est clair, que ce soit les directions intermédiaires, générales et même les cadres des ressources humaines, elles sont de plus en plus précises dans leur recrutement. Ça se voit dans les annonces qu'elles diffusent, dans les profils qu'elles recherchent, dans comment elles organisent aussi le recrutement. On a de plus en plus de visio avec plusieurs cadres qui vous demandent de vous présenter. Et puis, il y a aussi tout un travail qui se fait. Vous avez vu sur le guide, vraiment, c'est nommé là, ici. Hein. Moi, c'est ce que je voulais aussi, c'est que je voulais que les directeurs, en fait, ils aient tout à fait leur place dans l'ouvrage. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de directeurs qui l'ont reçu, puisque c'est moi qui en expédie une grosse partie, et que je suis en lien avec ces gens-là par LinkedIn, etc. Donc, les directeurs s'intéressent aux APP. Et ils commencent à être agacés d'APP qui tournent au fiasco. Ils commencent à être agacés de ne pas trouver aussi. Et surtout, ils se donnent les filons entre eux. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros travail là qui a été fait. Le magazine Direction, dans lequel j'ai la chance d'être un partenaire assez régulier, travaille beaucoup pour diffuser du savoir sur les analyses de la pratique auprès des directions. C'était au sommaire de leur rencontre annuelle qui a lieu il y a eu quelques mois. Et puis là, petit scoop d'ailleurs, on m'a confié la rédaction d'un hors-série complet sur les analyses de la pratique pour le magazine Direction qui sortira en novembre. Donc c'est bien la preuve que c'est devenu important pour les directions et que c'est plus du tout considéré comme on va trouver le psy de la commune d'à côté, on va lui demander s'il vient. Et puis, tant que quelqu'un le fait, voilà, je veux pas trop savoir ce qui se fait dedans sous couvert de la confidentialité. On a complètement changé de modèle, ça n'est plus du tout ça qui prévaut. Et un dernier indicateur, c'est que ça se voit aussi aux demandes des équipes qui sont de plus en plus exigeantes, qui n'hésitent pas à faire ce que moi j'appelle avec humour des castings, c'est-à-dire ce sont des professionnels qui contactent les intervenants APP, puis qui leur demandent de venir en leur expliquant très clairement qu'ils vont en voir 2 ou 3 et puis qu'après ils choisiront. Donc ça c'est véridique, ça se fait de plus en plus. Peut-être ça a croisé votre route, si ça l'a pas croisé encore, sachez que c'est tout à fait possible que ça arrive. Voilà, donc il y a un sens maintenant parce qu'il y a un vrai virage qui se prend. Et ce guide, en fait, il en tient compte de ce virage et même plus d'ailleurs, il participe à l'impulser parce que comme je vous l'ai dit, moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait de plus en plus de professionnels formés qui animent ces espaces par respect pour les terrains qui sont dans des situations de suffocation, des fois de survie, et qui ont vraiment grandement besoin de soutien. Alors, un petit mot peut-être un peu franc, mais en même temps, ça fait toujours accélérer les discussions quand on a de la franchise. Ça me paraît important aussi de vous dire ce qui me caractérise dans ce que je refuse de faire par rapport aux analyses de la pratique. C'est de continuer de laisser une opacité autour de ces dispositifs. Je ne crois pas que l'opacité soit positive. Déjà, je considère qu'elle est antinomique par rapport au développement du pouvoir d'agir chez les gens. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle
ça ne me paraît pas sensé. Deuxièmement, j'ai observé dans ma carrière, en tant que participante à des groupes d'APP, puisque j'ai aussi été salariée en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique et en maison d'enfants à caractère social et aussi en service d'AEMO, d'assistance éducative en milieu ouvert, j'ai vraiment vu qu'en fait, il y avait des abus. Il y a des abus de pouvoir, des abus de vouloir garder des contrats, de vouloir avoir un peu la notoriété et puis du coup de rayonner. Et quelquefois, l'opacité, elle accompagne des élans que je n'ai pas trouvé très positifs. Donc, j'avoue que c'est un peu volontiers que je viens mettre un peu de lampe torche dessus, parce que je considère qu'on n'a plus les moyens de manipuler ces systèmes qui sont, je pense, quand même les derniers remparts avant que ça se dégrade fortement dans notre pays. En tout cas, il y a une grosse dégradation dans les moyens qui sont alloués. Et je pense que voilà, on peut plus se permettre de perdre du temps et de faire perdre du temps à des équipes de professionnels qui tiennent des fois juste par compassion, qui tiennent des postes incroyables, qui font des heures incroyables, qui savent très bien que jamais elles leur seront rendues. Et elles le font par éthique, par morale aussi, par engagement moral envers les usagers, envers certaines valeurs. Voilà, donc c'est vrai que moi, le terreau qui m'anime est quand même très très lié à la compassion et à une vision altruiste du monde. Et l'altruisme ne veut pas dire sensiblerie et manque de précision. En fait, on peut très bien allier les deux sans difficulté. Donc voilà, moi, ce que je veux pas, c'est qu'on entretienne cette opacité, surtout si elle est mal intentionnée, parce qu'en plus, ce sont des interventions qui sont mais tellement puissantes. Les APP, quand elles fonctionnent bien, c'est tellement puissant. Les participants remercient, les participants sentent qu'il y a un vrai soutien dans la pratique. Voilà, ça, c'est vraiment les effets que moi je vise à chaque séance, et c'est ce qui fait aussi que je me mets une pression à chaque séance, c'est parce que je veux vraiment qu'il y ait un avant et un après, et en fait c'est possible. Donc même si ça vous paraît un peu idéalisé, moi je crois qu'on peut viser ça, on peut, vraiment c'est possible. Alors après, que ces interventions, elles ne soient pas encore totalement clarifiées, c'est normal, on sort de décennies d'opacité et même d'omerta, donc forcément, moi quand j'ai débuté il y a 19 ans, c'est simple, mon premier réflexe a été de taper à la porte de gens qui faisaient aussi ce travail. J'ai trouvé porte close systématiquement, c'est-à-dire qu'absolument personne ne m'a accueilli en me disant tu vas faire de l'analyse de la pratique, c'est super, c'est courageux, c'est difficile, peut-être tu vas avoir besoin de te sentir outillé, je serai là au besoin. Bon, là, je vous fais la voix off qui aurait été formidable il y a 19 ans, parce que je ne l'ai jamais eu. Moi, j'ai trouvé que des gens qui m'ont fait comprendre que c'était quand même un business et que du coup, ce qui s'y passait ne regardait personne. Bon, donc ça ne m'a pas convenu. Et du coup, aujourd'hui, moi, je fais l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui tapent à ma porte, je leur dis, viens, je peux te dire tellement de choses dessus, c'est normal que tu ne te sentes pas légitime, c'est normal que tu ne te sentes pas outillé, c'est vrai que c'est super précis, c'est super que tu aies des attentes d'exigence, ça part de ta sensibilité, ça va te servir, voilà. Moi, ça, c'est vraiment ce qui me plaît. Donc, voilà, ça me paraît important d'être au clair sur ce que sont les APP et ce qu'elles ne sont pas. Et en France, dans le monde notamment du médico-social, quand vous prononcez le mot APP, tout le monde connaît, quasiment. Et quand vous demandez aux gens, mais c'est quoi du coup, à quoi ça sert? Voilà, il n'y a plus grand monde. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que c'est très dur de les définir, ces espaces, sauf quand on écoute ce que le terrain a besoin. Et dans ce cas-là, c'est très, très facile. Donc, ce que vous allez trouver dans le bouquin, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ou qui ne l'ont pas sous les mains, c'est du coup une première partie qui pose vraiment les incontournables de l'APP, 70 pages de description concrète, technique, avec des exemples de qu'est-ce que sont les APP et ce qu'elles ne sont pas. Une seconde partie qui présente les points de repère APOS, avec, j'ai essayé de mettre un maximum d'exemples de terrain avec des applications repères. Une troisième partie de conseils pratiques techniques pour bien démarrer ou en tout cas booster sa carrière d'intervenant APP. Un petit texte bonus sur les perspectives d'application des APP dans les nouveaux milieux. Ça, c'est un truc qui m'intéresse particulièrement. Donc, surtout si vous développez l'APP dans des milieux un peu atypiques, je serais ravie de partager avec vous. Donc là, je m'intéresse par exemple au développement de l'APP dans le monde des pompes funèbres. Ça progresse vraiment fortement. Éducation nationale, à peine, ça commence. Donc surtout si vous êtes entré dans cette grosse machine, je serais ravie qu'on échange et pourquoi pas qu'on coécrive un article. Un article, il y en a vraiment besoin. Des actions qui sont en train d'être menées auprès de syndicats d'avocats
pour permettre des séances d'APP à des avocats, dans des cabinets d'avocats, pour justement éviter le paramètre de la confidentialité, en tout cas que ce soit mis en tension. Conciliateur de justice, et là, on a un gros projet qui est en train de se développer. Je ne peux pas encore le dévoiler parce qu'il n'y a rien d'officiel, mais ça progresse. Ça fait 2 ans que ça mature, de l'APP pour les magistrats, parce que nous sommes, ça me pourrait presque me faire pleurer de vous le dire, nous sommes dans un pays où les magistrats n'ont plus de temps pour prendre de recul. Donc ça fait un peu peur. Moi, en tout cas, personnellement, ça me fait peur, une société comme ça. Donc, n'hésitez pas, poussez les portes des tribunaux, à les proposer. Moi, je pense qu'il faut qu'on ramène à la société ce discernement et cette prise de recul, encore plus dans les métiers comme la magistrature. Pour moi, c'est presque délirant de savoir ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis dans ce bouquin? J'ai mis des annexes qui ont vraiment été pensées pour être de véritables supports. Donc, franchement, j'espère que ceux qui ont le bouquin s'en sont un peu servis, parce que j'ai vraiment été généreuse sur ces annexes-là. Il y a, par exemple, un mail à l'attention de la direction qui contient des questions pour recueillir, en fait, l'appréciation des groupes sur le déroulement des séquences d'APP, une trame de bilan avec les participants, une trame de bilan avec la direction. Je vous ai mis aussi... et ça, je sais que c'est beaucoup utilisé, l'annexe 5, c'est une note d'information qu'on envoie à une direction et qui annonce la mise en place de l'APP, qu'elle a juste quelque part à imprimer et puis à punaiser sur ses couloirs pour que, voilà, déjà, il y ait un premier discours commun qui commence à être énuméré pour les gens et pas qu'on leur annonce de manière maladroite, parce que quelquefois, et les directions, c'est normal, ne savent pas. Du coup, elles disent des fois des choses très maladroites et vous traînez des casseroles pendant des fois plusieurs mois d'intervention parce que on vous a présenté d'une certaine manière. Bon voilà, monsieur machin va venir faire la régulation émotionnelle de l'équipe. Je pense que tout le monde en a besoin, mais moi j'y serai pas. Voilà. Bon ça c'est par exemple un truc, vous êtes sûr que c'est de la dynamite pendant bien 8 mois. Voilà, donc au moins c'est une annexe qui vous permet de dire voilà, bonjour, je m'apprête à vous rencontrer, j'animerai prochainement les APP, voilà ce que c'est pas, je vous donne rendez-vous pour qu'on en parle tous ensemble. Un truc simple, mais qui vient quand même vraiment bien ficeler la dynamique coopérative. Voilà, et moi je vous ai dit ce qui me paraissait important sur déjà l'ouvrage, son contexte, son essence, et puis un petit peu voilà, ce qui n'est pas écrit, mais ce qui a pleinement participé à son écriture. Ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir déjà parmi vous, quels sont ceux qui l'utilisent. Donc ça serait chouette pour moi. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut faire en commentaire? Vous pouvez baisser la main ou mettre un pouce. Alors j'aimerais bien savoir, ceux qui l'utilisent, que vous puissiez mettre un pouce, parce que lever la main, je vais l'utiliser après pour vous donner la parole et qu'on puisse aller un peu plus loin dans les questions. Alors, mince, je viens de voir le message de Nadia qui dit « Je ne vous entends pas ». Je suis désolée, je viens de le voir que maintenant. Comme je suis concentrée sur mon speech. Bon, j'espère qu'il y a eu ça va mieux. Ok, donc, il y en a plusieurs qui mettent les pouces. Ok, mais pas une majorité. Ok, donc on va voir les questions qui vont arriver parce que du coup, moi je m'attendais à des questions sur l'ouvrage pour aller plus loin, mais peut-être ça va être aussi des questions en dehors de ça. Pas de souci pour moi. Ça va, je peux parler de l'APP même en improvisant. Ok, et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le chat aux questions. Donc, soit vous me la posez en question, le top, c'est de me la mettre en capital. Vous me mettez une question directement dans le chat en capital. Comme ça, moi, je peux bien la lire. Je vous mets un petit exemple. Et puis, vous pouvez aussi prendre la parole en levant la main. Et puis, comme ça, on répond en direct. On a le temps. Il nous reste 45 minutes. Et puis après, on aura le temps un peu de faire aussi les autres outils. Alors, qui c'est qui a envie d'être sur une question spécifique? Par chat ou en levant la main, comme vous voulez. Ça peut être sur l'esprit de cet ouvrage, ça peut être sur le choix de certains termes. Le fait que, par exemple, j'ai pas mis analyse des pratiques professionnelles dans le titre. C'est volontaire. Alors, Xavier. Ok. Eh bien, Xavier, je te laisse couper ton micro pour pouvoir parler. Si tu souhaites, tu peux mettre la caméra aussi.
Le micro est toujours coupé là, hein, par contre. Vous avez la main sur vos micros, rassurez-moi. Hein. C'est moi juste qui l'ai coupé au démarrage, mais... Francis, le micro est toujours coupé. Sinon, il faut la poser dans le chat, ça ne me dérange pas. La mince. Ça ne fonctionne pas. Bon, bah, tant pis. Si quelqu'un d'autre a, peut-être que d'ici là, ce sera plus simple. Après, si vous n'avez pas de questions, on peut passer aux outils pédagogiques, ça me va. Jérôme, vas-y. Est-ce que tu peux couper le son, le réouvrir, pardon? Ok. C'est bon. Là, tu m'entends? Bonjour. Le son est vraiment pas bon. Je ne sais pas si les autres peuvent confirmer, mais le son très... Ouais, très mauvais. Ouais, ah oui. Zut. Ouais. Alors, attends. Est-ce que déjà tu peux mettre ta question dans le chat? Ok, je vais faire comme ça. Il faut que tu coupes ton micro, Jérôme. Je ne sais pas pourquoi il y a autant d'écho. Ouais, merci. Alors. Après, il y a aussi Xavier qui veut prendre la parole. C'est possible de mettre dans le chat en majuscule la question. Comme ça, moi, je peux déjà commencer à préparer des éléments de réponse. Et après, on pourra ouvrir les micros pour échanger. Jérôme, on attend la question dans le chat. Est-ce que tu vois où il est le chat? Il y a une barre en dessous, normalement, de toi avec micro, vidéo, et puis il y a un truc qui ressemble à un texto, un petit message. Il faut appuyer dessus pour avoir accès au chat. Bon, apparemment. Bon, et bien Xavier, c'est possible de noter dans le... Ah, ça y est, Jérôme. Alors, les appels à projets par les centres de formation qui sont des aspirateurs, grosse concurrence. Bon, je vais avoir besoin que tu précises, Jérôme, hein, parce que je ne suis pas sûre de saisir la question. Je pense, mais je ne voudrais pas répondre à côté. Est-ce que ça parle des gros centres de formation qui sont en train de se positionner sur les réponses d'animation de gap? Et tu soulèves la question de la concurrence avec les professionnels comme toi à leur compte? C'est ça, ok. Alors, c'est sûr qu'on a des appels d'offres qui peuvent être vraiment forts dans le sens qu'il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de structures. L'État fonctionne comme ça, hein, fait beaucoup d'appels à projets. Alors, au niveau de... En fait, je pense qu'il va y avoir une première... En fait, c'est possible qu'il y ait une partie des centres qui aspirent un petit peu les contrats. Par contre, moi, je crois vraiment que c'est pas du tout... En fait, les contrats d'APP, ce qui va primer, ça sera toujours la qualité, parce que ce sont des interventions très fines qui nécessitent des positionnements très précis. Donc, si dans les cabinets, il y a des gens formés et tout, ben, ça va le faire. Maintenant, si ce sont des gros cabinets qui sont surtout motivés par le côté financier, mais en fait, ça va se voir. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis quand même régulièrement contactée par des cabinets qui veulent que je sois inscrit dans leur référencement pour pouvoir leur donner cette légitimité technique APOS. Donc moi, déjà, je peux te certifier qu'il y a bien de l'espèce de démarchage pour essayer d'avoir des gens qui ont une certaine technicité et de s'en servir en vitrine. Je peux te certifier aussi que j'ai beaucoup de stagiaires qui sont contactés par des organismes pour justement répondre à des contrats d'APP où en fait, eux, ils ne seront jamais en lien direct avec les directeurs et les participants, mais ils seront des sous-traitants. Ça, j'en ai plein, donc il n'y a pas de souci.
Moi, ce que je sais, c'est que ces professionnels-là, une fois qu'ils viennent se former auprès de moi, très souvent, après, ils se rendent compte qu'ils ont un fil à la patte avec des organismes intermédiaires et du coup, ils choisissent de voler en direct et d'être en direct avec les directions. Donc, c'est possible qu'en fait, on ait des centres de formation qui viennent un petit peu sur ce terrain-là. Mais moi, j'ai une confiance absolue dans le terrain. C'est-à-dire que le terrain va trier, va filtrer. Donc, même si au début, il y a une grosse concurrence, ben, ça ne durera pas. Parce que, en fait, les équipes aujourd'hui, avec l'exigence qu'elles ont et comme elles sont à bout de souffle, elles vont certainement pas rester avec des intervenants qui leur apportent rien. Donc, en fait, ça va se trier. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout se faire de soucis. Et donc, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, je ne dis pas que les gros cabinets sont forcément incompétents. Je dis que les gros cabinets peuvent être aussi motivés par le gain financier et que, quelquefois, ils ne sont pas du tout formés. Moi, je le vois parce que déjà, je vois de temps en temps, je regarde les gens qui proposent des formations pour regarder tout simplement mes concurrents. Et je vois qu'il y en a qui forment à l'APP sans jamais en avoir mené. Hein. Donc, ça se vérifie. Après, il y a des cabinets dans lesquels, si les directions RH ne font pas les vérifications quand même de certaines expériences, c'est dommage, mais ça va être le terrain qui va trinquer. Mais le terrain, aujourd'hui, il a du répondant. Donc, moi, je ne suis pas très, très inquiète. J'espère que ça te va, Jérôme. Tu me diras. Ok, il y a donc Xavier et après Christian. Xavier qui avait dit « Je débute et je suis actuellement en formation, Comitari Pontoise, comment approcher les structures ?» Alors, comment les approcher? La question, c'est comment développer des contrats APP, comment se présenter en tant qu'intervenant APP. Est-ce que c'est bien ça? Jérôme, je veux bien ta réponse pour savoir si j'ai répondu aussi. Oui, bien sûr, Xavier. C'est possible d'ouvrir le micro, normalement. Alors, attends, on n'entend pas, là, pour l'instant. Le micro n'est pas ouvert. Ouais. En bas, sur la barre, il y a le petit micro, c'est le premier. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. Voilà. Alors, d'abord, je voulais vous remercier parce que votre ouvrage, il est là, il n'est pas loin. Il est top. Ah, super, j'en suis ravie. Vraiment, il a été fait dans cette intention. En plus, je vois qu'il y a un petit post-it dedans, là. C'est parfait. Il y en a plusieurs, il y en a partout. J'en ai mis partout parce que vraiment, je le lis avec... Je me retrouve dans ce que vous écrivez. En fait, j'ai travaillé pendant 30 ans dans le médico-social. J'ai travaillé dans l'insertion, dans le handicap, dans l'enfance. J'ai fait plusieurs champs et j'ai été dans des directions aussi, dans des équipes de direction. Et c'est vraiment ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que moi, au fil des années, il y a du sens que j'ai perdu. Et en fin de carrière, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour m'y retrouver. Et les APP, ça a toujours été quelque chose. D'abord, quand j'animais les groupes, moi, j'aimais beaucoup faire réfléchir les équipes, mais c'est pas de l'APP. J'animais des réunions d'équipe, mais il y avait toute la partie réflexion, travail autour des situations que j'aimais bien faire. Et puis finalement, j'étais, même si dans votre bouquin, ça serait décrit, si je faisais de l'APP, ce serait un glissement parce que j'étais à une position d'encadrant, mais j'étais dans une communion avec les équipes pour travailler sur la pratique, et finalement l'organisation elle filait droit. Donc du coup, fin de carrière, les APP, ça m'attire, et je fais une formation avec Stéphanie Chryslik, que je crois que vous connaissez parce que vous avez écrit un article avec elle. Et c'est elle qui nous a invités à lire votre bouquin, et je me régale. Vraiment, je voulais vous remercier pour ça. Parce que ça me régale. Et donc là, j'ai déjà obtenu, pour septembre, j'ai déjà 3 équipes, plus le PSS. Mais je me dis, comment je me fais pour... parce qu'en fait, c'est pas suffisant, on ne peut pas en vivre avec 3 équipes qu'on va encadrer et le PSS. Et j'en suis là où j'ai mes petites idées. Hein, donc, je me suis mis sur LinkedIn. Je pense que je vais me mettre sur le site, la plateforme de APP sur Internet.
J'essaye d'activer mon réseau aussi. Pour l'instant, voilà, ça a donné quelques pistes, mais est-ce que vous avez des conseils à me donner? Est-ce que... Eh ben, alors, déjà, bon, merci. Je suis ravie de savoir que ce bouquin, il aide, hein, vraiment. Hein, il est top, ouais. Il m'a pris 4 années, donc il était temps qu'il sorte, mais je suis ravie. J'ai vraiment beaucoup de bons retours sur le fait qu'il parle, et donc ça, c'est vraiment super. Alors, du coup, déjà dans le bouquin, vous avez toute la partie sur les conseils pour développer la carrière d'intervenant APP. Je vous ai mis vraiment tous les conseils que j'ai glanés au fil de ces 19 années. Donc, en fait, de faire ce que vous faites, c'est plutôt assez astucieux. Donc, surtout de mandater votre réseau, de l'informer que vous avez cette nouvelle corde à votre arc, de lui expliquer votre secteur d'intervention, vos disponibilités. Ce que vous pouvez rajouter, c'est des candidatures spontanées dans des structures, des organisations qui vous plaisent. Et du coup, vous pouvez vous permettre des motivations vraiment très coup de cœur. Hein. Moi, j'en fais encore des candidatures comme ça, spontanées, ou des réponses d'offres où j'explique pourquoi ça me dirait vraiment de faire de l'APP là-bas. Je suis hyper honnête. Les gens, ils n'ont pas l'habitude d'avoir des intervenants APP qui se positionnent avec quelque chose de pragmatique, quelque chose d'accessible. Donc déjà, en faisant ça, on peut faire une nette différence. Le portail de l'analyse de la pratique, c'est vrai que c'est assez stratégique, c'est plutôt pas mal. Mais gardez en tête que la plupart des annonces ne sont pas diffusées. En fait, la plupart des annonces sont vraiment communiquées du bouche à oreille. Donc, il faut surtout miser sur votre réseau. C'est vraiment ça qui va vous aider le plus. Et puis, ouais, non, vraiment, ce que je vous ai dit, c'est ce que, voilà, je pense que c'est le mieux. Et puis, dans l'ouvrage, vous avez vraiment un truc qui synthétise bien, parce que des fois, il y a des sites spécialisés sur lesquels ça vaut le coup de se référencer. Des fois aussi, c'est aussi en écrivant, en participant à des séminaires. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour développer. Après, je vous invite juste à faire attention à la montée en charge trop rapide. Et d'une, c'est rare qu'on vive d'animation de séances d'APP. La plupart du temps, les gens qui sont intervenants APP sont aussi formateurs, évaluateurs externes. Enfin, il y a plein de cordes à leur arc. Et puis, voilà, de faire attention à pas trop vite démarrer avec un nombre d'équipes énorme, parce que ça peut être vite chronophage et énergivore surtout, parce que on croit qu'en fait, on travaille que 2 heures par mois dans un établissement, mais en fait, c'est pas vrai, puisqu'il y a tout le temps où on travaille, le partenariat, on ficelle la convention, on travaille aussi ses séances, sa posture, voilà. Donc, attention de ne pas faire une montée en charge extrêmement rapide, parce que vous pourriez, voilà, vous faire un peu peur. En tout cas, moi, je sais que ça a été mon expérience, ça a été très, très désagréable. Donc, je dis toujours aux stagiaires, essayez de démarrer progressivement. Ça serait bien. Ok. Jérôme, ok. Parfait, c'est bon. Et donc, on avait Christian. Alors, la différence entre le positionnement de l'intervenant APP et le codev, est-ce que c'est bien ça la question? Le co-développement Ouais, ok. Donc, le co-développement, peut-être vous connaissez déjà. Donc, ça nous vient du Québec. Je me rappelle du nom des auteurs parce que forcément, c'est rigolo puisqu'il s'agit de Monsieur Champagne et Monsieur Payette. Donc, je me rappelle. Le co-développement est très structuré. J'y vois quand même une grosse différence. Déjà, le co-développement, donc, il est super structuré. Il est très protocolaire, le co-développement, quand on lit vraiment comment il est impulsé. Moi, j'aime beaucoup les objectifs qu'il permet d'atteindre. Là où je ne me sens pas à l'aise, c'est que, quelque part, le leadership de l'intervenant APP, il est réel. C'est vraiment lui qui choisit comment il pilote sa dynamique, comment il va traduire la narration des professionnels en problématiques exploitables pour l'APP, quels axes de relance il va utiliser pour dynamiser les échanges, approfondir la réflexivité. Là où dans le codev, en fait, c'est le timing qui parle. C'est-à-dire, dans le co-développement, il y a des étapes clés, un chronomètre qui régit, et quelque part, il y a peu de souplesse qui est accordée. Donc, moi, c'est là où je trouve que l'outil peut avoir des points de butée, le codev, je parle, et que du coup, l'APP peut quelquefois donner des résultats vraiment plus vastes.
Donc pour moi, c'est plutôt ça que je vois comme gros point de différence. Moi, je ne suis pas formée personnellement au co-développement. Je m'y suis intéressée parce que ça faisait partie des dispositifs qui peuvent être un petit peu, en tout cas, vus comme similaires. Et je forme beaucoup de stagiaires qui sont aussi formés en co-développement. Et ils ont tous en commun de vouloir être un peu plus dans une présence au groupe. Et donc, pour moi, voilà, c'est surtout là que je verrai un point de différenciation claire entre la posture de l'intervenant APP et en codé. N'hésitez pas à dire dans le chat si c'est OK. Est-ce qu'on a une dernière question avant de passer aux outils? Parce que sinon, on passe aux outils. Non, ce que je vais faire, c'est qu'on va passer aux outils, puis de toute façon, l'espace de questions, il sera aussi ouvert pour le livre si jamais il y a des questions qui vous reviennent. Ça vous va? C'est pour être sûr que le timing, on le tienne. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé les outils, donc je ne voudrais pas qu'on n'ait pas le temps de le faire. Alors, 1, 2, 3, 4. OK. Alors, donc les outils, je vous les montre. Carte réflexive, c'est celle-là. Carte Memento, c'est celle-là. Et l'hexagone d'animation, c'est celui-là. OK. Alors, je commence par les cartes Memento. Donc, les cartes Memento, en fait, le besoin auquel elles répondent, l'idée très générale, c'est de réactiver de façon dynamique les points clés sur la posture de l'intervenant en analyse de la pratique. L'idée, c'est de revisiter les fondamentaux de l'analyse de la pratique. C'est aussi pour ceux qui ont l'ouvrage une autre façon de le relire, une manière de revisiter la formation si je vous ai eu aussi en IAPP1. Normalement, vous avez pu voir que le livre, il l'aborde quand même un peu autrement que dans le déroulé pédagogique de l'IAPP1. C'est pour maximiser les effets de mémoire et pour vous permettre de revisiter le contenu. Et ça, c'est quand on s'imagine utiliser les cartes Memento seules. Là où ça devient intéressant, c'est que ces cartes Memento, en fait, elles sont complètement utilisables dans les animations de séance elles-mêmes et aussi dans les rencontres avec les équipes, comme avec les rencontres de direction. Quand je dis rencontres, je parle de ces moments où on se met d'accord sur est-ce qu'on va travailler ensemble et si oui, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on va rechercher comme objectif. D'accord? Donc, dans les cartes Memento, un exemple, par exemple, d'utilisation, vous avez la définition synthétique des analyses de la pratique. Ça, c'est la même que celle du livre que vous allez reconnaître. Alors, attendez, je vous la mets comme ça pour que vous voyez bien. Alors ça, c'est tout simple, mais quand on l'a sous les yeux, en fait, c'est hyper utile de pouvoir la présenter aux équipes. C'est-à-dire, on est un peu stressé, il y a 12 personnes devant vous, tout le monde a un passif peut-être un peu chargé avec les APP. Cette carte-là, elle est sur la table. Elle peut, et d'une, circuler, elle est faite pour ça. Et elle est faite aussi pour que vous puissiez la voir sous les yeux, vraiment, et que vous puissiez retrouver, en fait, les composantes assez clés du travail d'APP. Donc là, l'idée de prendre du recul, de mutualiser les compétences, de diminuer le sentiment d'isolement et d'avoir une idée de modification concrète de la pratique. Vous avez tous les glissements qui ont été repris aussi dans les cartes. Donc les glissements majeurs. Donc pareil, j'ai repris les lettres en capitale pour qu'elles y soient toutes. Donc pareil, ça, moi, je le pose comme ça avec les stagiaires. On fait ça, non, on les met directement comme ça sur la table pour animer la séance. Et les cartes, en fait, elles peuvent justement voyager. En fait, les gens les prennent, les manipulent. Ça leur permet de voir vraiment les distinctions de cadre que vous faites. Et ça permet aussi que tout le monde coporte le cadre. Ça met une dynamique assez coopérative, assez ludique aussi. Et puis, on est sur une démarche de transparence. L'idée étant que à chaque fois, chaque glissement majeur, on va reprendre. Donc, c'est le même contenu que celui du livre. Hein. Vous n'allez pas trouver des choses en plus. Attendez, j'essaie de jouer avec la caméra parce qu'elle zoome, elle dézoome. Non, ce n'est pas bon. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. Bon, bref. En gros, c'est l'idée que vous avez un focus sur l'étude de situation. Et à chaque fois, on reprend les mêmes choses. Les objectifs, c'est quoi une étude de situation? C'est quoi les mots-clés? C'est quoi le mécanisme qui sous-tend un besoin d'étude de situation? Et donc, toutes elles sont comme ça. Et donc, moi, par exemple, quand j'arrive en APP, je mets vraiment les définitions sur la table. Je mets tous les glissements majeurs. Je leur explique, j'y fais référence, je pointe les cartes. Je leur donne, quand je vois qu'il y a par exemple un participant qui fait systématiquement un glissement vers l'analyse institutionnelle, parce qu'il est beaucoup dans la plainte,
de comment est organisé l'établissement, je lui dis, vous voyez, ça c'est ce qu'on s'était dit à la rencontre, mais je vous laisse relire le contenu de cette carte parce que vraiment c'est important qu'on soit au clair sur le fait que l'analyse institutionnelle, c'est pas l'APP, c'est pas ce que je viens faire ici avec vous. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de venir resynthétiser. Donc vous allez retrouver les glissements majeurs, tous les glissements mineurs, vous allez retrouver les mots-clés de qu'est-ce que c'est la facilitation, en fait. Ça, c'est une carte assez stratégique parce que quelquefois, on a des groupes dans lesquels on vous attend un peu comme le Messie. Et du coup, on voudrait que vous soyez tout, celui qui sait, celui qui change tout, mais en même temps, celui qui reste identique. Bon, de rappeler que vous êtes en posture de facilitation, de rappeler les points clés de qu'est-ce que c'est qu'une facilitation. Vous avez les conseils pour débuter la carrière et vous avez aussi l'acronyme APEOS avec quelques explications un petit peu plus approfondies sur le sigle. Ça, c'est une carte qu'on peut utiliser particulièrement dans les rencontres avec les directions. L'idée, c'est quoi? C'est en systémie, on parle de marqueur de cadre, c'est-à-dire quelque chose qui va venir marquer qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et donc, plus c'est l'hypothèse d'APEOS, c'est que plus c'est matérialisé, plus c'est transparent, plus c'est vécu avec confiance par les équipes et plus elles peuvent s'emparer du cadre. Donc, ces cartes, même si vous pouvez l'utiliser vous-même, de temps en temps, vous en piochez une au hasard pour que ça réactive des connaissances. Vous pouvez même en mettre 2 ou 3, vous les piochez au hasard et puis vous cherchez les liens qu'elles ont entre elles. Parce que quand on a une vision systémique, en fait, toutes les cartes sont liées. Mes principes piliers, par exemple, la confidentialité est complètement en lien avec ma posture de facilitation. Il y a plein de liens que vous pouvez faire. Donc, l'idée, c'est de l'utiliser en solo pour préparer vos séances, pour revisiter un petit peu le contenu, mais aussi de l'amener directement dans les tables d'APP et y compris dans les rencontres direction. Vous avez aussi des petites cartes que j'ai voulu un peu ludiques, quelquefois même humoristiques, et les cartes 25 à 28. L'idée, c'est de rester humble dans cette pratique, de ne pas se positionner comme un sachant. Je sais que ça, c'est quand même un vrai virage qu'on a pris, les intervenants en APP, mais honnêtement, quand on regarde le développement du pouvoir d'agir que ça donne en face, il n'y a rien à regretter, c'est beaucoup plus collaboratif, les gens apprécient. Donc voilà, de rester humble, c'est l'idée du sourire et de la facilitation, et puis de rester enthousiaste. L'idée aussi de ces cartes, c'est que vous vous sentiez un peu moins seul parce que quelquefois, à force d'être toujours dans sa voiture, à faire des kilomètres, et avoir des équipes, puis à revenir, puis à débriefer tout seul dans sa voiture, quelquefois ça fait du bien aussi de pouvoir se réinterroger sur des points clés. D'accord? Mais là, on va glisser doucement vers les cartes réflexives, parce que les cartes réflexives, ça c'est vraiment leur objectif numéro 1, c'est de vous accompagner dans une pratique autonome pour perfectionner la pratique d'intervenant APP. Ok, donc les cartes Memento, le contenu du livre se retrouve dans les cartes. J'ai d'ailleurs 2 stagiaires de mémoire qui ont choisi de ne pas prendre le livre, mais de juste prendre les cartes. Donc voilà, le matériel est le même. C'est juste que, comme on est sur un format carte, forcément, vous pouvez le manipuler, vous pouvez l'emporter, vous pouvez prendre une partie et le lire. C'est différent, c'est vraiment une manière dynamique de revisiter. Deuxième outil pédagogique, les cartes réflexives. Alors, les cartes réflexives, elles ont été co-créées aussi avec Marc Thiebaud, qui est donc un des spécialistes de la coopération en Suisse. Il a aussi écrit sur l'analyse de la pratique, un ouvrage vraiment intéressant avec Sephora Boussena et Yann Vacher. Les cartes réflexives, alors, elles sont déjà nombreuses. Vous avez quand même un sacré tas. Donc 52, 54, 56, 58, ouais, on en a une 60aine. Alors, Sophie, peut-on les utiliser sans avoir été formé? On parle des cartes Memento, oui. Si vous avez le livre, ça sera plus facile. Mais bien sûr que le livre étant accessible à toutes les personnes que je n'ai pas formées, mais qui ont juste en commun d'animer des groupes d'APP ou en tout cas de s'y intéresser, les cartes Memento, elles rentrent dans la même philosophie. Il n'y a pas de souci. Les cartes réflexives aussi, évidemment. De toute façon, tout le matériel pédagogique, il s'inscrit même pour les personnes qui n'ont pas été formées, il n'y a pas de souci. Donc, les cartes réflexives, l'idée, c'est quoi? C'est au lieu de faire un peu comme moi et de vous trouver nul dans la voiture en rentrant, c'est d'avoir un outil que vous pouvez utiliser pour faire des focus sur des angles précis de votre animation, avec des vraies questions qui vont vous aider à progresser,
Cet outil, en fait, il ne paye pas de mine. Par contre, il a une sacrée portée. C'est-à-dire que je pense qu'avant que vous en ayez fait le tour, il va se passer plusieurs années. Pourquoi je dis ça? C'est parce que déjà, sur n'importe quelle question, en fait, ah bah tiens, hop, j'en prends une au hasard, je tombe là-dessus. Donc, admettons, je tire celle-là au hasard. Ce que je pense globalement de cette séance. Donc, je viens de finir ma séance d'APP. Je me pose le soir. Je me dis, bon, allez, je vais prendre un petit temps réflexif. Ok, donc ça, déjà, je commence à me dire dans ma tête, ok, qu'est-ce que j'en pense globalement? Donc, il y a plein de choses qui viennent. Des impressions, des analyses, peut-être des indicateurs que j'ai perçus. Et donc là, je tourne la carte. Et là, j'ai autre chose. Tout ce qui me vient à l'esprit en repensant à cette séance. Là, l'idée, c'est vraiment un brainstorming. C'est pour vous aider à mettre de l'ordre. Et après, ben, vous pouvez trier. Qu'est-ce qui est de l'ordre du ressenti? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? On peut être dans une démarche réflexive un petit peu comme dans des questions à tiroir. D'accord? En fait, elles sont nombreuses. Toutes, elles ont en commun d'être un petit peu graffées de la même manière. Toutes celles qui ont un tétraèdre en haut sans lettres, ça veut dire qu'on vient sonder les caractéristiques générales de votre séance. Et dès qu'on est sur des choses un petit peu plus précises, là vous avez la lettre S, on est sur le sens de la séance qui a été faite. Et en fait, vous avez plusieurs facettes. Donc vous avez 5 plus 2, donc vous avez 7 dimensions de la coopération qui sont sondées et qui vous permettent de débriefer de manière précise et non pas subjective, avec des focales qui vont vous surprendre. Où on vient vous questionner sur la présence et l'écoute, la vôtre, celle des participants, comment vous avez observé, qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez eu des méta-analyses, est-ce que vous avez communiqué sur votre manière de communiquer. Et ces sessions, donc ces questions, donc elles sont déjà nombreuses, et pour que vraiment vous en ayez pour aller plus loin, on a mis en place d'autres cartes. Donc, vous avez des cartes méga méta qui permettent en fait de venir reposer des questions sur les propres réponses que vous avez déjà faites sur les premières. Donc, en fait, c'est pour vous dire que avant d'en avoir fait le tour, franchement, je suis certaine de moi, vous allez y passer du temps. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre ces cartes réflexives, de vous acheter un petit cahier, un petit journal de bord, et de prendre cette habitude, dès que vous sortez d'une séance, le soir même, quand c'est encore frais, de tirer quelques cartes au hasard. Au début, vous en tirez 6, un truc comme ça. Et puis après, peut-être que vous allez prendre l'habitude de regarder les cartes par dimension et que vous allez prendre une carte de celles qui sont estampillées avec le S, une carte de celles qui sont estampillées avec le O, une carte de celles qui ont le R. L'idée étant d'aller visiter, pour éviter que le hasard fasse mal les choses, que vous alliez visiter chacune des dimensions. D'accord? Et puis, si vous avez envie d'approfondir, avec Marc Thiebaud, on propose 2 à 3 fois par an des visios pour vous permettre d'expérimenter ces cartes réflexives. On vous les montre en utilisation solo, duo, en groupe. L'idée, c'est de vous montrer en fait la portée qu'elles ont. Mais déjà, si vous voulez performer, moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de débriefer entre chaque séance et d'avoir cet élan de m'améliorer de séance en séance. Et avec ces cartes, c'est vraiment possible. Évidemment, ça ne remplace pas un superviseur. Évidemment, ça ne remplace pas des séances collectives. Il n'empêche que ça fabrique quand même une sorte de tiers qui vous permet d'objectiver un peu vos impressions et de les traduire pour que vous puissiez du coup développer de la réflexivité sur votre animation. Parce que la réflexivité, vous avez compris que c'est quand même le pilier des APP. Donc, d'une certaine façon, ce serait un peu un comble de ne pas développer la vôtre. Donc, l'idée, c'est de vous faire un petit coucou en disant « Ouh, et toi, t'en es où de ta prise de recul ?» Parce que si nous, on perd la capacité à prendre du recul, on va se retrouver dans le fameux citation des cordonniers les plus mal chaussés. Ok, donc ça, c'est les cartes réflexives. Et le dernier, le totem d'animation. Alors, même s'il est estampillé APOS, l'idée, c'est que, vous voyez, il y a une phase qui s'appelle le sens partagé. Dans la démarche APOS, on accorde beaucoup d'importance, et c'est pour ça que dans l'ouvrage, tant que ce que sont les APP n'est pas clair, tant que ce que ne sont pas les APP, ça n'est pas clair, en fait, moi, je considère que le contrat de travail avec le groupe, il n'est pas clair. Donc, si vous voulez vraiment des bonnes bases, il faut que le sens partagé, ça soit la base. Et donc, le totem d'animation, il est fait comme ça, c'est-à-dire que pour que vous puissiez voir APOS écrit à l'endroit,
et bien en fait, vous êtes obligé de le poser sur quelque chose de fondamental, vous êtes obligé de le poser sur le sens partagé. D'accord? Donc le sens partagé, c'est vraiment pour vous rappeler que si ça, c'est pas la base, en fait, il n'y a rien qui va tenir. En tout cas, moi, je vois pas comment ça pourrait tenir sans sens partagé. Après, du coup, quand sens partagé s'est posé, ben, ce que vous voyez, c'est la vision systémique. Alors la vision systémique, c'est sûr qu'on peut se former à la systémie. Franchement, je vous y encourage. Si vous aimez la vision systémique, allez vous former. C'est formidable, la systémie. Franchement, moi, ça m'a énormément outillé. Maintenant, on n'est pas obligé d'être formé à la systémie pour avoir une vision systémique, heureusement. À partir du moment où est-ce qu'on aime voir les choses dans leur complexité, dans leurs enjeux enchevêtrés, dans leur globalité, ben, c'est qu'on a une vision systémique. Donc l'idée, c'est de vous rappeler avec ce totem d'animation qui, du coup, vous l'aurez compris, est vraiment à utiliser directement dans les séances d'APP. L'idée, c'est de se pointer avec, déjà parce qu'il matérialise pour vous une démarche, aussi parce que il instaure quand même un cadre de travail précis, avec du coup des précisions techniques. Et donc l'équipe, ce qu'elle voit, c'est que déjà, en fait, il y a toute une démarche qui vous anime. Et elle le voit parce que aussi c'est matérialisé là-dedans. Donc la vision systémique, elle apparaît sur une des faces. J'ai rajouté aussi la confidentialité, l'humilité et la subjectivité. Parce que ça, c'est quelque chose que je dis dans le bouquin. Je pense que c'est des piliers assez fiables. En tout cas, moi, c'est ceux que j'utilise quand même depuis plusieurs années. Et je trouve que, quelque part, toutes les exceptions sont rentrées dedans. La problématisation individuelle et opératoire, ça, c'est le petit clin d'œil, évidemment, puisque la phase de problématisation, ceux qui m'ont eu en formation savent bien que j'y accorde une importance assez forte. Et parce que je crois vraiment que c'est la clé de voûte d'arriver à traduire les narrations des professionnels en une problématique exploitable pour une séance d'APP. Quand on arrive à faire ça, en fait, déjà, quelque part, la moitié du travail est fait. L'équipe, elle s'en empare très, très bien. Et puis après, ça fuse. Donc, pour qu'une problématisation soit efficiente, franchement, il faut qu'elle soit individuelle et opératoire. Ça, c'est vraiment ce que cette démarche empirique de 19 ans m'a enseigné. J'ai pas vu de meilleurs résultats que si une problématique est individuelle et opératoire. Et puis, un petit tip sur les axes de dynamisation, ça peut être pas mal de les avoir sous les yeux. Ça, c'est vrai que c'est très typique à la méthode APOS, mais même si vous n'avez pas été formé, vous avez le bouquin, ils sont dit, c'est sûr qu'avec la formation, je vous entraîne à les avoir un petit peu plus comme des réflexes, mais j'ai des tas de gens que j'ai pas formés, qui ont lu le bouquin et qui m'ont envoyé des mails en disant franchement, ça marche, j'ai essayé, c'est top. Donc voilà. Et puis le petit smiley, déjà parce que c'est bien d'avoir un truc sérieux mais avec un petit sourire, faudrait pas oublier, faudrait pas trop se prendre la tête, faudrait pas se prendre pour je sais pas quoi. Les gens sont très sensibles au sourire, hein, c'est tout simple, hein, mais quand vous arrivez dans une institution où il se passe des choses difficiles, les gens gèrent des maladies, des souffrances, des décès, des choses graves, des turnovers, des négligences qui sont dues au montage du système. Mais franchement, de se rappeler que déjà, on peut arriver avec le sourire, un vrai sens à la démarche de mener des groupes d'analyse de la pratique, et puis une posture de facilitation, et non pas de sachant, ou de Che Guevara, ou de MacGyver qui va tout réparer, tout ce qu'il est cassé. Non, en fait, les gens survivent sans vous. Hein. Par contre, vous pouvez les soutenir, les aider, leur permettre de se recontacter au sens, à leur éthique, et surtout à leur pouvoir d'agir. Parce que même quand on a une direction avec laquelle on ne s'entend pas, même si on a des collègues avec lesquels c'est difficile, même si on a un travail qui est difficile, en fait, il y a toujours moyen de développer du pouvoir d'agir. Et ça, moi, j'y accorde une importance importante. Et ça marche vraiment, en fait. Les gens se rendent compte qu'en décalant leur regard, en ouvrant le champ des possibles, ils peuvent avoir accès à des nouvelles solutions qui émergent d'eux-mêmes, qui émergent du groupe. Et moi, Jim Chérian, j'apporte rien, j'apporte pas de solution, je viens pas avec des tas de trucs qui marchent. En fait, je viens surtout avec une écoute attentive et une obsession assez technique sur rester dans mon rôle et dans ma place de facilitateur. Voilà, donc ça, c'est le totem d'animation APOS. Et certains le savent déjà, mais je le dis quand même pour ceux qui ne savent pas, évidemment qu'il a été sculpté avec une grande éthique, puisque il provient du médico-social, hein, il a été fabriqué en ESAT par donc un groupe de travailleurs en situation de handicap. Le moniteur d'atelier s'est bien pris la tête pour faire ce prisme de base hexagonal par rapport au calcul des degrés des facettes. Les travailleurs ont vraiment bien joué le jeu.
Quelquefois, ils n'ont pas assez poncé les pièces, donc du coup, j'ai dû leur dire, on a travaillé vraiment en collaboration. Et puis, du coup, ils sont gravés vraiment par les mains de l'auteur, c'est-à-dire moi, puisque la meilleure façon de rendre possible ce projet, pour les raisons financières en fait, parce que si je l'avais fait faire, je n'aurais pas pu sortir ce produit, ça a été moi-même de me former dans un Fab Lab à la gravure laser, et du coup de pouvoir graver moi-même mes pièces. Donc voilà, elles sont toutes faites par mes soins, ce sont toutes des pièces uniques, et puis c'est surtout un clin d'œil au médico-social, parce que tout, en fait, la moindre intention peut se matérialiser. Et ça, c'est ce que j'avais envie de montrer. Voilà, donc ça, vous avez le kit complet, c'est le pack auteur, et donc c'est l'ouvrage, les cartes Memento, les cartes réflexives et l'hexagone d'animation. Tout est accessible soit par 1, soit par 3, soit par 2, vous faites ce que vous voulez. Et c'est moi qui vous les expédierai, parce que c'est moi qui assure une partie de l'expédition. J'avais envie de faire ça, j'avais envie de pouvoir mettre un petit mot à ceux qui me commandent les choses. Donc voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas, c'est possible. Sur mon site internet, vous trouverez absolument tout. Ok, Sophie m'a répondu entre-temps. Et Xavier m'a dit ok, parfait. Super. Pareil, je vous laisse un petit espace de parole. Peut-être qu'il y a des questions qui vous sont venues sur un de ces 3 outils. En tout cas, gardez bien en tête que, mis à part les cartes réflexives qui sont vraiment à utiliser pour vous en dehors des séances, pour les préparer comme pour les débriefer, les autres outils, l'hexagone et les cartes Memento, sont accessibles et utilisables directement en live avec les équipes. Et honnêtement, par expérience, et aussi parce que j'ai plein de stagiaires qui me l'ont dit, il y a de très bons retours sur le fait que ça circule. Les gens, ils aiment bien, ils tripotent en fait. Ils tripotent, ils regardent, ils vérifient aussi. Il y en a qui aiment bien vérifier dans les glissements que vous avez mis, si vous respectez bien ce que disent vos cartes. Mais c'est bien, c'est une manière d'utiliser un peu les personnages qui vous attendent un peu au tournant. Au moins, ça les responsabilise. Voilà. Et c'est pour ça que les cartes Memento, elles ont une texture assez sablée. Elles sont assez épaisses, parce que je voulais vraiment que ça puisse circuler. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez des questions. On est dans les temps. Allez, Grégory, je te laisse réactiver ton micro. Bonsoir Anne, du coup, bonsoir à tout le monde. Alors, c'est pas tant une question plus qu'un retour d'expérience, ou en tout cas un échange pour confirmer certains de tes dires. Effectivement, les cartes, en fait, le fait qu'elles soient sur la table, j'avoue que ça change tout, en fait. Parce que j'ai démarré sans, et puis en fait, de les avoir rajoutés en plus, en fait, les gens, ceux qui ont des tocs, ils vont les remettre bien droits, ils vont les attraper, tu vois, ils vont les aligner, d'autres, ils vont dire, regarde-les pour moi, j'en veux. D'autres, très visuellement, ils vont dire, en fait, on voit les bornes, donc ils se sentent cadrés. Ils se sentent responsables, tu vois, parce qu'en fait, ils voient où on est. Et du coup, il y a un exercice que j'aime bien faire à chaque fois, c'est demander au groupe, à votre avis, où est-ce qu'on est en train de glisser. Et du coup, les gens, tu vois, ils regardent, ils disent, là, on est en train de partir sur l'étude de situation. Et du coup, c'est le groupe eux-mêmes qui, tu vois, qui régule en fait le cadrage. Donc, grâce aux cartes, ça se fait en fait vraiment de manière ludique, ce qui est vachement intéressant. Et c'est là, les retours que j'ai pu avoir, c'était que c'est très cadrant comme méthode, et en même temps, un cadre qui n'est pas dur quand on s'y heurte. Tu vois, qui a un côté un peu de renvoi, un peu contenant, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ça a beaucoup manqué, ça. Ouais, j'avoue. Et deuxième retour d'expérience, c'est la dernière séance que j'ai faite. Ça a glissé, mais on était sur une plaque de verglas sur l'étude de situation en permanence. Donc je l'ai pointé tout le temps, on revenait dessus. Je les amenais ailleurs, on revenait dessus. Donc j'ai repointé, l'équipe a repointé, etc. Et dans la voiture, je me disais, putain, mais c'était nul, quoi. C'était nul. Et donc en rentrant, j'ai repris tout de suite ces cartes. Et en fait, ça m'a vraiment le pas de côté pour de vrai, tu vois. Je me disais vraiment, c'est nul. Puis en fait, je me dis, mais quand même, il a dit ça. Quand il a dit, je te comprends. En fait, il y avait un truc qui a bougé. Et quand l'autre, elle a eu le sourire à un moment donné, peut-être c'était ça aussi. Enfin, tu vois, ça m'a permis vraiment d'avoir du recul et moi de me sentir un peu mieux aussi, en me disant, je suis peut-être pas nul, quoi. Après, on sait pas, on verra. C'est ça, on verra. Mais n'empêche que tu peux déjà. Non, mais c'est super, c'est vraiment ce qui était souhaité. Mais oui, tu me confirmes, la matérialisation, les gens, ils apprécient. Déjà parce qu'ils voient bien qu'il n'y a pas d'opacité, c'est transparent. Et ils regardent. Et effectivement, il y a ceux qui aiment bien remettre droit et tout. On fait les mêmes constats. Et j'ai une stagiaire, elle les a tellement trimballées déjà qu'elles sont tachées. Elle a mis du café, du stylo. Mais du coup,
Et ben, quand elle sort son jeu, on dirait un jeu de cartes Magic, un truc qui est passé dans plein de mains. Et en fait, les gens, ils adorent, ils ont l'impression que c'est un petit trésor. C'est marrant. Bon, mais merci pour ce retour, tant mieux. Est-ce qu'il y a une éventuelle question encore sur un des outils? Sachant que je vais les décrire de plus en plus sur mon site. Je n'ai pas trop eu le temps là. Mais sur mon site, vraiment, vous retrouvez outils pédagogiques. J'ai déjà bien mis quelque chose sur les cartes réflexives. D'ailleurs, prochaine session pour les cartes réflexives, s'il y en a que ça intéresse, c'est le 29 septembre. D'ailleurs, je pourrais vous mettre, je vous mettrai dans le chat, juste dans les 5 dernières minutes, le lien, si jamais ça vous importe. Alors, est-ce que je l'ai là? Voilà, je vous mets ça si jamais, ouais, le lundi 29 septembre, si jamais vous le souhaitez. Il y a encore de la place, je le mets dans le chat. Tac. Ok, bon, bah, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Tant mieux, c'est que c'était suffisamment clair peut-être. Et après, peut-être aussi qu'il faudrait que vous le testiez par vous-même. Moi, en tout cas, je demande que ça, que vous expérimentiez, que vous testez. APO, il ouvre un peu la marche. Hein. L'idée, c'est de dire, mais bien sûr que si, on peut clarifier les choses, bien sûr que si, on peut mettre des modèles, et bien sûr que si, il peut y en avoir plusieurs, et peut-être qu'on peut faire du « et » plutôt que de faire du « ou ». En tout cas, moi, c'est mon intention. Donc, je le redis, je serais ravie que d'autres modèles naissent, qu'on puisse les confronter dans l'intérêt du terrain. Aucun souci pour moi. Eh bien, si c'est bon pour vous, moi, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On a bien fait tout, là, ouais, l'hexagone d'animation et tout. Ok, eh ben, franchement, je vais rester sur ma ponctualité légendaire et clôturer à -5. Merci déjà pour vos remerciements, vous êtes plusieurs à l'avoir fait, je vous remercie vraiment. Un grand merci pour votre présence, c'était chouette aussi. On n'était pas nombreux, mais du coup, c'était confortable parce qu'on ne sait jamais quand on fait une visio. Et c'est très bien. Donc du coup, ben voilà, si jamais vous n'avez pas pu rester jusqu'au bout, si vous avez des collègues aussi qui vous en ont parlé, ben vous pourrez leur dire que le replay, d'ici une petite semaine, il sera sur la visio YouTube. Et puis voilà, prochain article de la revue de l'analyse de la pratique qui va sortir va être sur les cartes réflexives. Je vous remets d'ailleurs le lien parce que franchement, vous avez vraiment intérêt, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. La revue de l'analyse des pratiques, elle est vraiment, comment je pourrais dire, très, très sérieuse dans le sens où il y a beaucoup de relecture, il y a un vrai comité de relecture, c'est en open source, il y a vraiment beaucoup de spécialistes qui font de l'analyse de la pratique depuis longtemps, donc vraiment allez jeter un coup d'œil, ce site on n'en parle pas assez dans l'univers de l'analyse de la pratique, je trouve ça dommage. C'est pas très compréhensible d'ailleurs pour moi. Le portail de l'analyse de la pratique est intéressant parce qu'il a beaucoup de sources aussi qui sont accessibles comme ça gratuitement. Donc c'est pas une idée de dire l'un est mieux que l'autre, mais par contre je peux vous dire que dans l'analyse de pratique, écrit pas qui veut. Il y a un vrai contrôle de ce qui est dit, un format, voilà. Donc je trouve que c'est intéressant. Mixez vos sources, vraiment. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie vraiment. C'est toujours chouette de donner un rendez-vous puis de voir qu'il y a du répondant. Je vous souhaite vraiment à tous, à toutes, une excellente continuation dans l'univers des APP, dans l'univers de la systémie, peut-être, du développement de la coopération. Plein de belles choses à vous, le meilleur. Peut-être on se recroisera en visio ou en direct. Moi, en tout cas, je serais ravie de croiser votre chemin. Et puis, merci pour votre engagement, puisque forcément, si vous faites de l'analyse de la pratique, c'est que vous êtes engagé dans des secteurs qui vous tiennent à cœur et qui sont les mêmes que les miens. Donc, un grand merci pour votre engagement, sincèrement.